Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des extraits actifs de chanvre et de leurs effets sur la douleur et l'arthrose du chien et du chat. Alors, sans plus tarder, je ne me présente pas. Ceux qui veulent me connaître, ils vont sur mon LinkedIn, ils regardent un peu sur Google, ils trouveront pas mal d'infos. Donc, l'intérêt, c'est pas moi, c'est plutôt le sujet de la présentation. Alors, d'abord, on va parler douleur, ensuite, on va parler système endocannabinoïde ou SEC, et puis après, on parlera des extraits actifs de chanvre. Alors, sur la douleur, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail des notions sur la douleur et de devenir expert, c'est surtout d'avoir les connaissances de base pour que vous vous disiez, bon, oui, c'est intéressant parce que ça agit plutôt là ou plutôt là. Alors, trois types de douleurs. La douleur nociceptive, celle qu'on connaît finalement le mieux, suite à un trauma, une lésion, elle est immédiate, mais elle peut devenir chronique et usage habituel des antalgiques et du traitement de la cause. Bon, par exemple, j'ai mis à côté FX, donc une fracture. Deuxième type de douleur, la douleur neuropathique, elle est liée pour rappel à une lésion au niveau du système nerveux. Donc ça peut être un nerf périphérique, la moelle épinière ou bien le cerveau. Elle occasionne en fait des brûlures, des charges électriques, des démangeaisons, des picotements. L'odynie fait partie de cette notion de douleur neuropathique. Elle est souvent retardée et en santé humaine, on utilise des psychotropes type antiépileptiques, antidépresseurs. Donc, c'est pas une vue de l'esprit d'utiliser la gabapentin dans l'arthrose chez le chien. Donc, vous voyez, dans les douleurs neuropathiques, on retrouve l'arthrose. Le zona, par exemple, fait partie des douleurs, des pathologies qui occasionnent des douleurs neuropathiques, les douleurs en bas du dos, enfin voilà. Mais aussi toutes les suites post-chirurgicales, par exemple. Enfin, la douleur neuroplastique, elle, je trouve, est plus difficile à identifier par rapport à la notion de douleur neuropathique. Elle concerne en fait le dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur. Et donc, on a une sensibilisation centrale ou une perte des contrôles descendants, donc une déconnexion entre le corps et le cerveau. Et finalement, une douleur qui est créée, auto-créée par le cerveau, même quand la pathologie n'existe pas ou plus. Et là, on retrouve la fibromyalgie. Alors, le point important à garder en tête, c'est que une douleur n'est pas synonyme de lésion tissulaire ni de nociception. La nociception n'est ni nécessaire ni suffisante pour qu'une douleur existe. Donc, c'est vraiment une question d'abord, enfin, de lésion potentiellement, mais d'abord de ressenti. Et la quantité de douleur dont on fait l'expérience n'est pas forcément proportionnelle au dommage tissulaire. Elle dépend de combien le corps croit être en danger. Donc, c'est typiquement le cas du chien, par exemple, qui a eu de multiples otites et qui ne se laisse plus approcher les oreilles. Ok, il sait qu'il a cette notion de douleur en tête. Alors maintenant, on commence à rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Là, ces schémas sont vous allez voir des schémas par difficulté croissante. Alors, juste pour le souvenir, parce que pour vous, à mon avis, comme pour moi, c'est pas non plus inné. Donc, on a un signal douloureux périphérique, transmission puis transduction par le nerf, un nerf afférent. On arrive au niveau du ganglion spinal, au ganglion dorsal de la moelle épinière. Puis, on arrive encore au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, décussation, donc on passe de l'autre côté pour arriver au thalamus et au cortex. Et puis, ensuite, on observe des voies descendantes de la douleur pour occasionner finalement la réaction à cette douleur. Et ça passe par la substance grise périventriculaire. Tous ces lieux-là, on va les retrouver un peu plus tard. C'est pour ça que je vous les cite. Un point que je citerai plus après, c'est, vous voyez, il y a la substance P comme neurotransmetteur de la douleur et qui se situe au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Et on retrouve aussi à ce niveau-là les endorphines ou endomorphines, hein, c'est pareil, qui viennent là inhiber finalement la douleur et on retrouve également enfin les récepteurs aux opioïdes. Un peu plus compliqué, mais ça c'est vraiment le schéma clé. Donc
On retrouve les mêmes informations avec les mêmes schémas. Je ne vais pas aller trop dans le détail. La voie spinothalamique, on a tous vu ça en cours d'anat et ça ne nous intéresse pas vraiment dans le discours. Vous voyez, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple de voir que les fibres nociceptives, c'est les fibres A delta et puis les fibres C. Ensuite, on remonte. Au niveau du cortex, on va on constate que, alors là, je vous ai marqué que il y a les opioïdes exogènes viennent interférer ou gérer la douleur au niveau cérébral. Et puis, quand on retrouve aussi le tramadol et les antidépresseurs qui viennent agir sur les voies descendantes inhibitrices de la douleur, et on retrouve le récepteur 5-HT, l'encéphaline, la noradrénaline, ça c'est moins important. Pour ceux qui étaient là au webinaire de la semaine dernière, on retrouve le locus ceruleus, vous savez, les noyaux de Barrington, qui jouent un rôle assez clé dans la cystite interstitielle féline. Je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, je n'ai pas super le temps. On retrouve aussi des récepteurs 5-HT, donc sérotoninergiques. C'est super important à garder en tête parce que le CBD agit sur ces récepteurs. Et puis voilà ce que j'ai à dire. On va reparler de ce PAG au niveau du mésencéphale, donc la substance grise péri-aqueducale. Et voilà sur cette diapositive-là. Alors, en veto, de manière classique, je dirais, on va retrouver différents types de traitements pharmacologiques pour notamment les douleurs neuropathiques, donc gabapentine, prégabaline, ok. Les inhibiteurs de l'eurorécepteur à la noradrénaline et de la sérotonine, un peu moins, je trouve. Les antidépresseurs tricycliques, pour ma part, pas du tout. Des patchs à la lidocaïne, à la capsaïcine. On ne les utilise pas beaucoup, mais c'est assez utilisé en santé humaine, et notamment les patchs à la capsaïcine. Ce sont des patchs qui sont très efficaces sur les récepteurs TRPV1. Donc, je vous mets ce mot-là parce que vous allez retrouver après. Puis après, on utilise évidemment les tramadol et opioïdes forts. On utilise des implants d'or, enfin certains en tout cas les utilisent, et parfois avec une belle efficacité. Donc, je vous ressoumets l'idée, notamment sur tout ce qui est douleur arthrosique, douleur de la hanche, mais aussi les gingivostomatites chroniques. Notamment, Pierre May utilise ça. Bon, les incontinences urinaires fécales, épilepsie, là, j'ai moins de retours. En santé humaine, une étude récente évoque l'efficacité synergique entre le sulfate de magnésium et la kétamine. Pardon, pas une étude en santé humaine, c'était une étude chez le chien. Donc, entre le sulfate de magnésium et la kétamine lors de TPLO et donc en périopératoire. Et puis enfin, on a d'autres types de traitements ou de gestion de la douleur, les acides gras polyinsaturés type oméga 3, laser, acupuncture, ostéopathie, phyto. Là, je n'ai pas le temps d'en parler. Par contre, l'idée, c'est qu'à l'avenir, on étende ces thématiques sur d'autres prises en charge que juste les extraits actifs de chanvre. Et donc là, on fera intervenir d'autres experts et puis on mélangera nos connaissances pour finalement donner la plus grande chance possible aux animaux de récupérer avec le plus d'outils possible à notre disposition. Vous m'interrompez si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. On est là aussi pour discuter et puis argumenter et puis peuvent finalement pas forcément être d'accord et ça me va bien aussi. Maintenant, si on rentre plus dans le système endocannabinoïde et la douleur. Alors d'abord, je vous ai mis là le système cutané en me disant, bon, effraction cutanée ou en tout cas périphérique. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'effectivement, il y a une palanquée soit de récepteurs, soit de ligands, et qui sont responsables finalement de la sensation de douleur, mais surtout que tout ce que je vous ai surligné en jaune, ce sont des acteurs du système endocannabinoïde. Alors là, je chausse mes lunettes. Donc, vous voyez, on retrouve le récepteur 5-HT, pardon. On retrouve les cytokines, mais vous allez le voir, les cytokines
inflammatoire enfin pro-inflammatoire et à visée anti-inflammatoire sont très liés aussi au système endocannabinoïde. Les endocannabinoïdes, ok. Et les récepteurs TRPV, c'est ce que ça veut dire dans endovaniloïdes. Au niveau, et ça c'est au niveau des neuromédiateurs cutanés. Au niveau des canaux transducteurs, etc., on va retrouver les canaux TRPV1 notamment, mais aussi TRPM8, TRPA1. Ces trois types de canaux sont très liés au système endocannabinoïde également. Ce sont même des récepteurs endocannabinoïdes-like. Au niveau du ganglion rachidien, donc 5-HT, TRPV1 encore, endocannabinoïdes. Qu'est-ce qu'on a d'autre voilà, petit point sur le NGF qui est au niveau des fibres C. Et puis, au niveau spinal, 5-HT, récepteur CB1, CB2, TRPV1. Donc, vous voyez, ils sont vraiment le système endocannabinoïde est vraiment à tous les niveaux de la réception, enfin de la sensation et de la transduction de l'influx douloureux. Et effectivement, comme je viens de vous le montrer sur le schéma, on a bien identifié que, par exemple, tout neurotransmetteur libéré pour transmettre un signal de douleur peut être bloqué par CB1. Et CB1 agit en synergie avec les récepteurs TRPV pour une réduction de la douleur, de l'inflammation et une réduction de l'hypersensibilisation périphérique. Alors, les CB1, pour rappel, l'agoniste ou le ligand majeur dans les cannabinoïdes, c'est évidemment le THC. THC qu'on n'a pas encore le droit d'utiliser, ni en santé humaine, ni en santé animale, en tout cas en France. Et on est très, 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 très en retard par rapport à d'autres pays sur ce point-là. Les récepteurs CB2, alors eux, ils sont hautement inductifs. Ah, pardon. Et sur les récepteurs CB1, ce que vous pouvez retenir déjà, c'est que grosso modo, c'est plutôt le CBD qui va nous être utile pour moduler les récepteurs CB1. Les récepteurs CB2, donc deuxième récepteur endocannabinoïde, je dirais majeur, ils sont hautement inductibles, ils sont exprimés quand il y a une lésion tissulaire ou une inflammation. Par exemple, on va les retrouver très, 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 très nombreux sur la langue des chats à gingivostomatite. L'activation de CB2 inhibe la libération périphérique des cytokines et des chimiokines. L'activation de CB2 active la sécrétion d'endorphines et des kératinocytes vers la périphérie. Donc, ça veut dire que, vous voyez, les récepteurs CB2, en cas d'inflammation, douloureuse ou pas, et une inflammation pour moi est toujours douloureuse, vous avez une libération, une augmentation d'expression des CB2 et l'idée c'est de venir finalement freiner tout ce désordre tissulaire pour revenir à un état sain. Vous retrouvez aussi des récepteurs CB1 et CB2 sur les mastocytes, donc leur activation diminue la libération des agents de l'inflammation. Et vous retrouvez les récepteurs CB1, CB2 et TRPV1, comme on l'a vu dans le schéma précédent, sur les voies de la douleur, et ils sont notamment activés lors de douleurs neuropathiques. Alors, ce schéma-là, pour ceux qui ont déjà assisté aux présentations du premier semestre, vous l'avez déjà vu et je le trouve assez fantastique parce que assez clair dans les voies de l'inflammation quand il y a un stimulus donc inflammatoire, donc une lésion ou n'importe quoi d'autre au niveau d'un tissu. Alors, pour y comprendre quelque chose, vous voyez, il y a un stimulus inflammatoire. D'un côté, ça déclenche la sécrétion d'interleukines anti-inflammatoires. De l'autre côté, ça déclenche la sécrétion de kallicréine qui, elle, active la bradykinine. Et c'est au niveau de cette bradykinine qu'on a tout un ensemble de réactions qui vont se mettre en place. Et si on regarde un par un quand même, la bradykinine active les leucocytes via les récepteurs CB2. Et puis, il y a action aussi des récepteurs CB1. La bradykinine active l'acide arachidonique via les récepteurs CB2. La bradykinine active la voie des protéines K, C via les récepteurs CB2.
La bradykinin active l'œdème, enfin l'aspect œdématoire dans la réaction inflammatoire via les récepteurs CB2 en activant la hénosynthétase. La bradykinin active les mastocytes via les récepteurs CB2. Et je crois que je n'ai pas de 6. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas de récepteurs endocannabinoïdes, il n'y a pas d'activation de l'inflammation. Et si je vais un petit peu plus loin, vous voyez, une fois que les leucocytes sont activés, ça active la sécrétion, enfin l'expression du TNF-alpha, d'interleukine pro-inflammatoire, IL-6, IL-8, IL-1-bêta. On retrouve ici le NGF uniquement à ce niveau-là. Et encore une fois, le NF-kappa B, lui, va activer les récepteurs CB1. Étape d'après, regardons où nos molécules anti-inflammatoires, stéroïdiennes ou pas, agissent. Alors là, vous voyez, on va retrouver les glucocorticoïdes à ce niveau-là, au niveau du TNF-alpha. On va retrouver les AINS au niveau de la COX-2. On va retrouver un fameux produit dont je n'aimerais pas faire la promotion au niveau du NGF, les glucocorticoïdes au niveau de la phospholipase A2. Voilà, bon, les antihistaminiques, je ne l'ai pas noté ici, c'était un peu, à mon avis, hors sujet. Mais vous voyez, autant on retrouve les glucocorticoïdes NGF, INS à des points assez particuliers, isolés ou spécifiques, autant si on utilisait des molécules pour moduler les récepteurs CB1 et CB2 à minima, on aurait une modulation donc, de l'inflammation qui serait beaucoup plus finalement globale et multisite. Voilà, donc je vous ai ici réentouré les récepteurs CB1 et CB2. À noter qu'on retrouve ici les récepteurs 5-HT pour notre CBD. Et puis, alors, on retrouve quelque part aussi les récepteurs TRPV1 et TRP A1 quelque part, mais je me souviens plus où. En tout cas, vous voyez, on a parlé des CB1 et des CB2, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les autres récepteurs endocannabinoïdes-like qui sont impliqués. Ces récepteurs endocannabinoïdes-like, bon, ils ne sont pas présents que sur le site inflammatoire, ils sont aussi présents, voilà une étude chez le chien, au niveau du ganglion dorsal de la moelle épinière. On retrouve les CB1, les CB2, le TRPV1, PEPAR, GPR55, ça j'en parle un peu moins. Ils sont importants aussi, mais il y a moins d'études sur l'efficacité des cannabinoïdes sur ces deux derniers récepteurs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va parler des ligands de ces récepteurs. Alors, pour mémoire, dans les ligands, ici, tous ceux qui sont d'importance ont été cités. Donc, l'anandamide ou AEA, le 2-AG, qui sont les deux récepteurs, les deux endocannabinoïdes majeurs. Puis, on retrouve l'OEA, le PEA, le DHEA, le 2OG, par exemple. Et puis, il y en a toute une flopée d'autres qui sont en fonction des publics considérés comme endocannabinoïdes-like ou pas du tout, par exemple la prégnénolone, pour ne pas la citer. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail, là, alors, j'ai mis inhibition de la FAH au niveau de la substance périaqueducale. Donc, pour mémoire, vous savez, c'est au niveau du mésencéphale, a des effets antinociceptifs chez les femelles. Alors, la FAH, comme c'est montré dans ce schéma-là, la FAH, c'est l'enzyme qui va dégrader l'anandamide ou AEA. Donc, par exemple, c'est ce mode d'action-là qui est surtout cité dans la gestion du stress avec le CBD. Donc, le CBD vient inhiber la FAH, ce qui augmente artificiellement les niveaux d'anandamide et donc provoque un effet antinociceptif. Alors, vous avez vu chez la femelle, mais pas chez les mâles. Donc, peut-être que ça peut expliquer que les individus de sexe mâle sont un peu plus doudouilles, je ne sais pas. On a aussi un taux de CB1 qui est sexe-dépendant. Pour le coup, je ne sais pas dans quel sens, je n'ai pas retenu. J'aurais tendance à penser qu'il y a plus de CB1 chez l'homme que chez la femme.
Ensuite, on a aussi noté que les endocannabinoïdes voient leur expression augmenter après l'exercice. C'est aussi le cas après la méditation, par exemple. Et puis, l'hypoalgésie par l'exercice ne passe pas par les récepteurs opioïdes, mais bien par le système endocannabinoïde. Donc, vous voyez, quand on parle de SEC, on parle de tout un système qui est bien mis en place, hein, qui est bien rodé, qui est bien efficace, mais dont on ne parle jamais et qu'on n'utilise jamais dans la pratique médicale conventionnelle. En revanche, il y a des vrais liens, vous voyez, avec le côté gestion du stress et des vrais liens aussi avec l'acupuncture. J'avais fait une conférence là-dessus lors du dernier congrès sur les médecines complémentaires. Alors, du coup, vous voyez, l'anandamide, elle agit surtout via les récepteurs TRPV1, GPR18 et GPR55 par rapport à son action sur la douleur. Quand le TRPV1 est activé, on augmente la capacité à réduire la douleur et l'hypersensibilisation. Bon, je vous passe un peu les détails. Action sur les canaux calcium, voltage dépendant comme la gabapentine pour agir sur la douleur chronique, notamment neuropathique. Action sur les récepteurs 5-HT. Ok, bon, je ne vais pas dans le détail parce que de toute façon, on va retenir aussi vite. Sur les 2AG, vous voyez, les récepteurs sont un peu différents. CB1, CB2, GABA, PPAR gamma, et aussi la stimulation de noradrénaline endogène. Et à noter que la déficience en 2AG est impliquée dans les céphalées chez le rongeur. Ce 2AG, on va en reparler dans l'arthrose chez le chien. Donc, c'est intéressant à le garder en tête. Le mode d'action du CBD et du THC. Alors, pourquoi je parle de THC? Parce qu'en fait, même si ça a été diabolisé depuis des centaines d'années, enfin non, un peu moins, j'exagère, depuis le XXe siècle, hein, et qu'en veto, on a dit que ça tuait les chiens, ce qui est une vaste fumisterie, c'est une molécule qui est super intéressante et si on avait le droit de l'utiliser, ce serait assez génial. Le THC est un sublime bloquant de la transmission du signal de la douleur via les récepteurs CB1. Il atténue le stress oxydatif dans les neurones. Et puis, mais à noter que, comme je l'ai dit la semaine dernière, un cannabinoïde, qu'il soit endo ou exo, ne doit jamais fonctionner seul. Donc, donner un isolat d'endocannabinoïde ou d'endocannabinoïde-like est juste une hérésie. L'exemple, c'est que je crois que c'est Sanofi avait misé énormément sur un analogue du THC et le produit s'appelait Acomplia dans les années 2005-2009 à peu près. Dans la gestion de l'obésité sur les gens qui étaient prédisposés au diabète. Et le produit est resté 1 an sur le marché, même pas. Il a été arrêté parce qu'il y avait des suicides. Et en fait, évidemment, quand on donne que du THC, on a des accès psychotiques, des instances suicidaires. Donc, c'est pour ça qu'un THC ne se prend jamais seul. Il se prend toujours avec du CBD. CBD qui, d'ailleurs, se fixe au récepteur CB1 de manière allostérique, donc sur un autre récepteur que là où se fixe le THC, pour venir moduler l'efficacité du THC. Donc ça, c'est la base de la synergie entre les cannabinoïdes. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet d'entourage. C'est donc ce qui a été repris en phytothérapie par rapport à l'effet d'entourage où on dit qu'il faut mélanger par exemple 3 plantes pour avoir une bonne synergie entre ces plantes. En endocannabinologie, cet effet d'entourage, il est maintes fois démontré, donc c'est plus un sujet. Ok, le CBD, il nous intéresse. Alors, il est un agoniste inverse des récepteurs CB2, mais je trouve pas tellement puissant. Les propriétés anti-inflammatoires sont assez modérées finalement, je vous expliquerai après. Il a une action sur les récepteurs CLI pour la suppression de la douleur au niveau spinal. Oui, je pense que le CBD, en fait, en termes d'antidouleur, il est vraiment utile au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière et au niveau du ganglion spinal. Ailleurs, un peu plus modéré. Ok, il module. Ouais. Allez, je passe.
Et vous voyez, ça a été montré à plusieurs reprises sur des modèles de rats, de souris. Je voudrais surtout insister sur cette deuxième expérience où c'était assez intéressant parce que on voit que, il faut aussi prendre en compte que le fait que le système endocannabinoïde, il va vraiment s'activer à un endroit lésionnel, inflammatoire, cancéreux, etc. Donc, sur ce site-là, vous allez avoir des équilibres en endocannabinoïdes qui vont être différents de ce que vous allez retrouver dans le sang ou dans le cerveau. Et donc, là, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que donc ils avaient utilisé un modèle de souris, ils avaient créé une arthrose de manière pas tellement éthique, mais bon, c'est pas grave. Et on avait constaté, vous voyez, une augmentation du 2AG au niveau du cerveau et dans le plasma, et une augmentation de l'anandamide et du DHG dans le liquide synovial. Donc, autant elle est utile au niveau cérébral de moduler ce DHG et toutes les voies de cascade qu'il peut entraîner, autant au niveau articulaire, ça va être utile de se concentrer sur le DHG, ok, mais aussi sur l'anandamide. Et donc, il a été conclu dans cette étude que l'anandamide jouait sur l'altération des structures locales et le 2AG jouait sur les symptômes émotionnels et cognitifs. Alors, c'est assez contre-intuitif. Moi, j'aurais dit que ça fonctionnait plutôt dans le sens contraire. Mais bon, c'est ce que dit cette étude jusqu'à ce que d'autres auteurs viennent dire le contraire. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez toujours au niveau local ce déséquilibre du sec à prendre en compte et à gérer, et potentiellement regarder si au niveau du cortex, vous devez faire quelque chose ou pas. Donc là, ce schéma, juste pour vous montrer la multiplicité des récepteurs potentiels sur lesquels le CBD peut se fixer en étant antagoniste ou modulateur allostérique, agoniste inverse, enfin, etc. Donc, vous voyez, c'est loin d'être simple quand on parle de CBD. Maintenant, les études bibliographiques qui ont été publiées sur le sujet chez le chien et le chat. Alors, juste pour un petit point d'abord qui consiste à vous dire, OK, on a eu des études, vous voyez, 2018, 2019, 2020, début des années 2020. Depuis 2-3 ans, je trouve que ça s'est vraiment beaucoup calmé. Peut-être parce que les industriels ont vu que c'était un peu trop compliqué de vendre des cannabinoïdes et de faire du pognon avec ça. Donc, ils ont arrêté d'investir dans la recherche. Sur les quelques études publiées, en tout cas, il y a à la fois, il y a des choses qu'on retrouve et qui sont toujours présentes dans ces études. D'abord, la dose. À moins de 2 mg kg de CBD 2 fois par jour, on n'a pas vraiment d'efficacité. Ça, c'est assez commun. Donc, 2 mg kg de CBD 2 fois par jour per os, c'est le point qu'il faut retenir, au moins en début de traitement. Et ne pas s'amuser à augmenter les doses petit à petit. Ça, c'est aussi de la fumisterie. À partir du moment où on n'a pas de THC dans un produit, on n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun, à augmenter petit à petit la dose. On va direct à 2 mg kg, on va direct à 5 mg kg dans les cas les pires où la survie d'animal est en jeu. Et après, on rediminue. OK, mais 0,2 ou 0,5 mg kg n'a aucun intérêt. Éventuellement, ça a un intérêt dans 2 cas. Petite parenthèse sur ce sujet-là. Quand on a un animal épileptique qui est déjà blindé de traitement allopathique, là, je vois la nécessité à faire du 0,2 à 0,3 mg kg en début de traitement, matin et soir. Et l'autre sujet, c'est quand on a un animal sous fluoxétine et qu'on se dit, tiens, ça ne marche pas. Donc, on va diminuer la fluoxétine petit à petit et on commence par des microdoses de CBD qu'on augmente petit à petit. Donc, voilà. À part ça, aucun intérêt. Il faut foncer sur des bonnes quantités de CBD et au moins du CBD à minima. Petite parenthèse sur cette étude-là où on voit un mélange CBD-CBDA. Alors ça, vous oubliez cette notion de CBDA, ça n'a aucun intérêt parce que dans la vraie vie, à partir du moment où on a ce mélange qui est prêt à l'utilisation, l'acide cannabidiolique
se dégrade tout le temps en cannabidiol. Et donc, à un instant T, on est incapable de préjuger de la quantité de CBDA qui reste dans le mélange. À tel point que quand on fait des analyses de composition, n'importe quel industriel va vous donner une quantité totale de CBD et de CBDA parce que c'est ça qui compte. Donc ça, c'était juste une tentative marketing d'un labo qui s'appelle Elevate et qui n'a pas réussi à percer en France, bien qu'ils aient essayé. Bon, alors, sur cette étude, pas grand-chose à dire, sauf qu'on démontre bien que le CBD a des actions sur le TNF-alpha et des interleukines pro-inflammatoires. Voilà, cette étude, c'était vraiment le seul intérêt de ça. Et dans cette dernière étude de 2020, bah, pareil, résultat positif. Je vous en parle un petit peu après. J'ai mis ici la photo de cette chienne qui s'appelle Tia, que je suis depuis 2 ans à peu près, pour vous raconter simplement. Alors, c'est une chienne qui est grabataire, suite sans doute à un Guillain-Barré non diagnostiqué, et ce n'était pas de la faute des propriétaires, et à une hospitalisation pas bien gérée. Donc, elle est grabataire complet, hein, elle ne marche pas, elle a elle a des jambes, enfin des pattes qui sont atrophiées. Elle a de l'ostéopathie 2 fois par semaine, donc on vient lui manipuler, lui étirer les ligaments, etc. Et en fait, sur cette chienne, le seul truc qui la soulage pour les manipulations, c'est un mélange de CBD et de CBG. On a tout essayé, tous les morphiniques possibles, tous les anti-inflammatoires possibles. Il n'y a que du CBD, CBG qui fonctionne sur cette chienne. Autre point, alors ça, si quand même, ils ont fait des efforts sur les publications, mais alors là, on retrouve pas mal de publications, soit du Brésil, soit d'Italie, parce que ces 2 pays restent hyper motivés dans l'utilisation des cannabinoïdes. Et on a même 3 publis, vous voyez, celle d'après, 3 publis qui montrent la non-infériorité du CBD versus le méloxicam quand on utilise ces produits en pair et post-opératoire suite à une OVH. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Moi qui aimais pas beaucoup le méloxicam avant, bah, je peux vous dire que j'ai encore des stocks, quoi. Et autre point intéressant sur ces publications, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais apparemment, il a été mis au point une autre manière d'évaluer la douleur chez le chat. Par pupillométrie infrarouge. Honnêtement, c'est encore, enfin c'est tout nouveau, mais je trouve que si on avait un moyen d'évaluer la douleur chez le chat de manière objective et puis sans avoir à se former à utiliser des applications, ce serait pas mal. Voilà. Sur cette dernière étude, bah, rien de plus à dire. Ici, je vous ai mis mon chat pour penser à vous raconter 2 choses. La première, c'était mon chat s'est battu un jour et il est revenu avec comment dire, la joue enflée. Ça n'a pas évolué en abcès, mais bon, il était algique, peut-être qu'il y avait un œdème ou je sais pas quoi, des destructions enfin tissulaires quoi. Je lui ai donné une fois du Metacam et enfin sans faire la pub, du Meloxicam on va dire, et après je lui ai donné un mélange CBD-CBG. Et en 2 jours, 3 jours, il n'avait plus rien. Il a pas eu mal, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Enfin, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était assez soft. Il avait déjà 9-10 ans. Je n'avais pas envie de mettre du Meloxicam. Et ça s'est très, très bien réparé. De la même manière, lui, il m'a fait un fibrosarcome. Et donc, il avait une cicatrice de 15 cm qui a mis du temps à cicatriser. Et qui était inflammatoire, pareil, je lui ai mis un mélange CBD-CBG et c'est vrai que ça a permis une cicatrisation très très rapide. Je vous montrerai un autre exemple juste après. Donc, je commence à vous parler, mine de rien, de CBG, dont je ne vous ai pas parlé initialement, parce que en vrai, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses d'un point de vue scientifique et publication scientifique à se mettre sous la dent avec le CBG. Mais je peux vous dire que pour le vivre au jour le jour, je trouve que ce schéma-là est très, très important à garder en tête. C'est-à-dire que
Quand vous voulez une anxiolyse et antalgique, vous allez prendre du CBD. Quand vous voulez un anti-inflammatoire et antalgique, vous allez prendre du CBG. Ça, c'est vraiment, je veux dire, si vous devez ressortir avec une notion de cette présentation, c'est ce point-là et rien d'autre. Donc là, juste pour vous illustrer, il y a quand même eu une étude avec un mélange CBD-CBG 1 pour 1 comparé à du CBD seul. Alors, ils voyaient qu'en effet, en termes antidouleurs, c'était la même chose entre les deux préparations, mais seul le CBG est chondroprotecteur. Donc, on a vraiment ce côté anti-inflammatoire qui est de ouf sur le CBG. Et justement, là, je vous montre un autre exemple. Alors, c'est un chien que je suivais en cicatrisation sur une plaie énorme. Bref, on est arrivé à ce stade-là. Et là, j'ai dit à la propriétaire, bah, vous retirez le pansement algoplaque. On était à 1 heure de distance l'une de l'autre. Vous retirez la algoplaque et maintenant, vous mettez le baume que je vous ai donné. Et vous voyez, en 12 heures de temps, donc la personne, enfin la propriétaire, a dû mettre le baume une fois ou deux. Une fois, je crois. Et vous voyez, sur la photo de gauche, on a tout le côté inflammatoire autour de la zone de granulation. La photo de droite, on ne retrouve pas cette zone inflammatoire et le truc est déjà quasi cicatrisé. Et ça, des exemples comme ça, je peux vous en montrer à l'appel. Voilà, donc sortie du CBD et du CBG, vous allez me dire, ouais, avec quoi on le met? Eh bien, on le met avec de la gabapentine. Ça fait un super mélange. Donc, gabapentine à dose antalgique. Et là, on a quand même pas mal de publications qui viennent plutôt des États-Unis qui montrent que cette association est bénéfique. Et moi, je le vois sur le terrain. J'ai des animaux qui sont gérés avec un mélange CBD-CBG pour leur arthrose et de la gabapentine. Et parfois même, ils peuvent pas, en fait, ils sont mal s'il leur manque l'un des deux produits. Par contre, avec les deux produits, ils ont une qualité de vie qui est tout à fait correcte. J'ai mis PAL entre alors je ne vais pas dans le détail, parce que ça n'a pas d'importance, hein, c'est juste pour vous citer les différentes les études sur le sujet. Sur les phosphatases alcalines, je me suis mis un gros warning pour vous en parler. Alors, parce qu'il y a tout un discours de, décrédibilisation autour du CBD et du chanvre en général, sur le fait que c'est un inhibiteur du cytochrome P450 et donc, il ne faut pas l'utiliser. En vrai, le millepertuis ou la valériane sont bien plus, ou le jus de pamplemousse chez l'homme, sont bien plus problématiques par rapport au cytochrome P450 que le CBD. Et en veto, en plus, il faut savoir que, et l'un de mes webinars le détaille, que les isoformes du cytochrome P450 chez le chien et a fortiori dans les autres espèces ne sont pas identiques aux isoformes du cytochrome P450 chez l'homme. Donc, de là à ce que on puisse conclure à un problème chez le chien, il faut quand même se lever tôt le matin. Et perso, alors ce que je dis, c'est qu'en théorie, on peut avoir une augmentation des phosphatases alcalines d'origine osseuse, parce que le CBD est ostéogène. Et dans ce cas-là, on a une augmentation isolée des pales à la bioche, mais qui est limite subnormale, enfin juste autour de la limite supérieure. Et à certains moments, pas tout le temps, parce que le CBD n'est pas ostéogène à tous les moments de la cure, juste au 8e jour, par là, 10e jour. Donc voilà, j'espère que ce point-là, vous le garderez en tête. Bien évidemment, je parle du CBD d'origine naturelle. Bien évidemment, je ne parle pas du CBD isolat utilisé seul, qui est aussi une vaste fumisterie, mais je parle bien de mélange de phytocannabinoïdes d'origine naturelle. Et si on peut avoir les terpènes et les flavonoïdes, comme d'habitude en phytothérapie, eh bien, on est super content. Donc là, on parle plutôt de distillats, donc privilégier des mélanges large spectre plutôt que des isolats.
Seule contre-indication à l'usage des extraits actifs de chanvre, pardon, là j'ai mis un nom de boîte qui ne devrait pas apparaître. Donc moi c'est un warning que j'ai mis déjà il y a 3-4 ans sur la table. Ne pas utiliser sur les animaux en période de reproduction et balancer le bénéfice-risque sur les animaux, enfin sur les jeunes animaux, et y compris chez la maman qui allaite encore. Vous voyez si c'est vraiment utile ou pas de le donner, quoi. Voilà, mais sinon, il n'y a aucune contre-indication à l'usage de ces molécules et je n'ai jamais eu de retour d'effets secondaires. Alors, attends, il y a une question, je vois si je réponds après. Avant de. Alors, question de Anne. Pourquoi les produits commercialisés indiquent le pourcentage et ne pas mettre directement les milligrammes par ml? Tu as raison. En fait, il n'y a pas de raison, je précise. Sinon, l'historique du chanvre, parce qu'on parle toujours, par exemple, on est sur un ratio CBD-THC à 20 pour 1. Et donc, on calcule, tu vois, le pourcentage de chaque composé et on donne un pourcentage total du composé. Et on doit toujours faire ces calculs-là. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'on parle de pourcentage plus parce qu'initialement, on mélange des CBD, enfin des cannabinoïdes. Donc, CBD, THC initialement, CBD, CBG aussi, c'est pratiqué comme je vous l'ai déjà dit. On pourrait faire CBD, CBN, on pourrait faire CBD, CBG, CBC, ce serait intéressant. Et donc, comme on parle comme ça, avec des ratios entre les molécules, ben, on parle d'un pourcentage aussi global. Et du coup, si on mettait milligrammes par ml, on serait obligé de faire le calcul inverse, ce qui ne nous aiderait pas, nous, en tant que professionnels du chanvre. Voilà. En conclusion, donc, la formulation, vous l'avez compris, du produit, elle est fondamentale dans le choix de la marque, et notamment sur le mélange des cannabinoïdes et sur le support utilisé. Bon, le choix de la marque évidemment, mais aussi la quantité de produits à donner. Par exemple, la semaine dernière, j'ai une personne, elle m'a demandé ce que je pensais d'un produit. Le produit contenait de l'huile de coco, et dans un mélange, avec un mélange full spectrum, donc qui contenait aussi du THC. Et je crois que c'était un 10% CBD avec un peu, non, un 1 pour 1 CBD CBG avec un peu de THC. Donc je lui ai dit, oulala, avec une huile MCT, ça va pénétrer direct au niveau du cerveau. Vas-y mollo, donc pars pas sur 2 mg kg, plutôt sur du 0,5 à 1 mg kg en début de traitement et tu vois ce que ça donne. Parce que là, ça va faire bouffe. Donc, voilà, vous voyez, tout peut s'utiliser, mais il faut savoir, il faut pouvoir l'utiliser à bon escient et puis à la bonne quantité. Sur ce point-là, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails et puis je vous réponds sur les produits que vous utilisez, il n'y a aucun problème. Donc, vous vous appuyez sur des données terrain, enfin des données scientifiques, mais aussi sur des données terrain. Vous voyez, moi, je n'aurais pas utilisé autant le CBG si je n'avais pas essayé moi-même à multiples reprises et eu ces retours aussi positifs. L'efficacité, elle est individu dépendante. Oui, c'est vrai. Il paraît sur le papier, mais en vrai, chez l'animal, je trouve que les doses sont assez similaires d'un animal à l'autre. Et la dose, par contre, effectivement, doit être proportionnelle à l'intensité des symptômes de 2 à 5 mg kg en début de cure de CBD. Directement dans la gueule, par défaut. Et sinon, bon, dans un petit repas gras liquide, mais c'est pas génial, d'autant que le CBD doit pas être considéré comme un additif alimentaire. Enfin bon, donc je vous passe les détails réglementaires, mais vraiment le mieux, c'est l'absorption transmucosale, que ce soit au niveau buccal ou au niveau rectal pour le CBD lors de crises d'épilepsie. Donc le dosage du CBD pour aider à la gestion de la douleur, on est effectivement de 5 et puis on peut redescendre éventuellement à 0,5 mg kg par prise. On peut l'associer très bien avec la GABA, les opioïdes, les antiépileptiques. Avec les INS, j'ai pas tellement d'expérience. J'ai un peu tendance à donner l'un ou l'autre en fait, mais c'est intuitif et puis effectivement ça a été vérifié par 2-3 publics.
Retenez enfin que les extraits de chanvre, sauf quand il y a du THC, sont sécures, il n'y a aucun problème, juste précaution d'emploi sur l'animal reproducteur, évitez ce moment-là. Augmentation des pâles, on en a parlé, et je vous renouvelle mon avis sur l'intérêt du THC. Le THC est toujours mélangé à du CBD, évidemment, est très utilisé au Brésil par les vétos, avec beaucoup de succès. C'est super intéressant pour la qualité de vie de l'animal, notamment cancéreux. Donc voilà, retirez-vous de la tête que le THC, c'est une mauvaise molécule. Et là, je ne suis pas en train de parler de récréatif, je suis bien en train de parler de médical. Voilà. Donc, j'ai fini pour la présentation. Donc là, je vais être total disponible pour vos questions. Juste pour vous dire que ces présentations que je fais, bah, vous avez vu, je ne fais pas la pub d'aucun produit, c'est l'idée. Et l'idée aussi par la suite, c'est d'élargir le sujet sur d'autres thématiques comme les acides gras, les glycosaminoglycanes, les champignons, les algues, etc. Et donc, si vous êtes intéressé par visualiser ce genre de webinar, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, donc vous voyez à contact@holybox.shop. Et puis aussi, c'est IFAS d'Atera qui a créé un groupe WhatsApp, mais dont les thématiques finalement se diversifient. On n'est plus qu'au niveau du champignon, mais c'est un peu plus large que ça. Et donc, si vous voulez rejoindre le groupe, c'est avec plaisir, vous me le dites dans le mail. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions à partir de là, je suis à votre disposition. Alors, pas de questions de personne? Jean-Philippe, tout était clair? A priori, oui. Hélène, tout était clair? Oui, oui. Ouais. Ouais. Je sais que Frédéric aussi, il utilise beaucoup les produits à base de CBD. Ah, il y a Anne. Ouais, Anne, tu peux t'exprimer par voie orale? Oui. Oui, tout à l'heure, tu as parlé une formule transcutanée. Ouais. À ce moment, tu mets directement l'huile sur la plaie ou tu le mets dans une baume, tu as dit? Alors, ouais, j'ai commencé au début de mes expérimentations à mettre de l'huile sur la plaie. Alors, c'est forcément de l'huile de chanvre parce que ça pénètre super bien. Mon premier essai même, ça a été sur mon Algus valgus quand j'étais en congrès à la VAC. Oh là là, au bout d'1 minute et demie, 2 minutes, j'avais plus mal, dis donc. Donc, je me suis dit, tiens, intéressant. Donc, ça marche bien sur les douleurs arthrosiques, les douleurs de dos, les trucs comme ça. Pareil, sur ma chienne, j'ai essayé. Tu sais, en mettant l'huile au niveau de l'aine. Comme ça, on a accès directement à l'articulation de la hanche. La chienne, je l'ai massée, elle s'est levée, elle a couru vers les escaliers, dis donc. Donc, oui. Et pour ça, en fait, il faut assez de CBG. J'ai essayé à différentes concentrations. Je trouve que ce qui marche bien avec l'huile, c'est le 20% 2 pour 1 CBD, CBG. Tu vois, il faut quand même assez de CBG. Et puis ensuite, de fil en aiguille, ben oui, tu vois, sur Orion, sur mon chat, j'ai mélangé un baume au miel avec l'huile à 20%. Vraiment, mais à vue d'œil, quoi, ça cicatrise quasiment. Enfin, j'exagère pas en vous disant ça, donc c'est vraiment impressionnant. Et maintenant, je me fais un baume dans ma cuisine que j'utilise parce que je m'en sers vraiment beaucoup. Enfin, j'ai une activité de veto à domicile et là, j'ai toujours mes petits pots avec moi, quoi. Une petite question sur un bulldog français avec des becs de perroquet en formation, Ouais. mais qui a juste des démangeaisons
en fait par moment, Ouais. mais qui n'a pas de traitement de fond. Est-ce qu'on peut commencer déjà le CBD, voir si ça aurait un intérêt pour Ouais, ces démangeaisons? ouais, complètement. Au contraire, ouais, il faut. Il faut, tu vois, et si ça suffit pas, étant donné qu'on n'a pas de mélange avec du CBC, je pourrais ajouter du PEA, donc tu sais, le palmitoyl éthanolamide, et de la padine, Padina pavonica, de chez Texinfine. Moi, c'est le premier truc qui me viennent, c'est ça. D'accord, Pour reconstituer le tissu cartilage, les tissus conjonctifs, pardon, et notamment le cartilage. d'accord. Ok. Merci. De rien. Puis après, il faut que tu regardes si l'alimentation, elle n'est pas trop inflammatoire, donc riche en sucre. On se fait avoir hein, en ce moment. Ouais, en tout cas, en sucre, j'ai pas fait attention, mais il est déjà sous du Derm Défense de chez Hill's. Ouais. Parce Alors, que initialement, on pensait que c'était plus un problème de peau, mais ouais, là, comme on a découvert qu'il avait des becs de perroquet, qu'il a que 3 ans, du ouais, coup, ah oui, disons, c'est tôt. ouais, C'est tôt. Après, tu peux aussi utiliser du DHA. Pour le d'accord, côté anti-inflammatoire, j'aime bien, moi. Mais je mhm, prends du DHA vegan et je fais des cures. Enfin, je d'accord, préconise de faire des cures parce que c'est schizophytrium et tu as une prédominance de DHA par rapport au PEA. Et c'est le DHA qui est vraiment anti-inflammatoire. ok, Voilà, voilà. Et après, moi, tu vois, je me suis mise à la biorésonance. En fait, enfin, quasiment à chaque fois que je fais une séance sur un animal, j'ai une alimentation qui apparaît comme de la merde, quoi. ah ouais, Donc, trop riche en glucides, j'ai intoxication alimentaire. Et alors, quand j'ai des croquettes au poisson, oh, bah, j'ai des métaux lourds de partout, quoi. oui, ouais, ça, Donc, donc ça, j'avoue que ça me laisse perplexe et j'ai hâte d'avoir plus tu sais, de retours, enfin de cas pour avérer ce truc-là. Là, par exemple, j'ai passé mon chat qui était sous Royal Canin, je l'ai mis sous Virbac, chat senior, quoi, pour mhm, voir si ça change. J'ai une copine qui avait son teckel sous Edgar Cooper au saumon. Je lui ai dit, oh, arrête, il y a trop de métaux lourds. Et là, elle a changé, donc on va comparer après, tu vois. Mais c'est intéressant, c'est le seul moyen de savoir si en fait l'alimentation te donne un contexte inflammatoire ou pas. Et puis après, tu as la dysbiose qui va derrière, quoi. Donc, oui, ok, ça marche, merci. de rien. Les autres, ça va? Pas d'autres questions? Non? Je compte jusqu'à 5. Bon, bah, il me reste à vous souhaiter du coup une bonne après-midi. Vous savez où me trouver, comment, il n'y a aucun problème. J'ai mon téléphone qui est là et mon ordinateur devant. Donc, si vous avez d'autres questions, ben, je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir, Jean-Philippe. Merci beaucoup aussi. De rien.